Quand j'étais petite, je voulais être exploratrice. Et donc, je voulais explorer le monde. Et finalement, j'ai réalisé mon rêve, parce que je ne suis pas réellement exploratrice, mais j'explore. J'ai retrouvé un arrière-arrière-grand-père qui était peintre à la ville de Vic. Et ce grand-père a inventé les bigatanes, qui sont les sandales pour danser la sardane, avec lesquelles on peut danser bien entendu, mais on peut marcher. Et j'ai une petite anecdote, c'est que lorsque j'ai rencontré un médecin qui est une rhumatologue, la première fois elle m'a dit: mais bigata, bigata, est-ce que ça a un rapport avec les bigatanes? Je lui ai dit oui, oui, tout à fait, c'était un arrière-grand-père. Et elle me dit: mais ces sandales sont absolument fabuleuses. J'ai fait mon voyage de noces en Inde et je suis restée en Inde pendant 6 mois. Et les bigatanes étaient les seules pantoufles ou chaussures que j'avais emportées pour marcher, et elles ne se sont jamais usées. Je suis née à Bordeaux. Une partie de la famille est espagnole d'origine, assez lointaine d'ailleurs. Ça doit remonter à 4-5 générations. Mais c'est l'avantage d'une allitération du nom qui s'est faite lorsque l'arrière-arrière-grand-père a passé les Pyrénées. Il n'y a qu'une seule famille avec le nom commençant par un B, Bigata, alors qu'en Espagne ça s'écrit avec un V. Et l'autre partie de la famille, du côté de la grand-mère paternelle, est d'origine alsacienne. J'ai pas des bons souvenirs de mon enfance. J'étais une petite fille seule, esseulée, sans enfants autour de moi. Mes parents avaient des amis qui n'avaient pas d'enfants et je n'avais pas vraiment le droit d'aller jouer avec les enfants à côté, dans le quartier, dans la rue, etc. On n'en recevait pas à la maison. Donc j'étais une petite fille extrêmement timide, très 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 timide, qui avait une vie intérieure assez forte. La seule chose qui me permettait d'avancer, c'était que dans la cave de la maison, je m'étais créé un petit atelier de peinture dès l'âge de 12 ans. Et dès cet âge-là, j'ai préparé tous les jours, tous les soirs, ma première exposition de peinture jusqu'à l'âge de 17 ans. Et je l'ai faite à 17 ans.
J'ai fait ma première exposition à l'âge de 17 ans et ça a été un résultat fabuleux, inespéré, inattendu, qui ne s'est jamais reproduit de toute ma vie. C'est que toutes mes peintures ont été vendues. Et le jour de cette exposition, le lendemain du vernissage, j'ai décidé que je partais de la maison. Je n'étais pas majeure. Et donc, je suis partie avec mes sous et j'ai décidé d'en faire réellement un métier à part entière en vivant à l'extérieur. Donc j'ai fait plusieurs expositions de peinture en faisant des tas de petits boulots parce que au début ça a très bien marché et puis après, bon, ça, bien entendu, ça s'est arrêté, ce qui est tout à fait logique. Donc j'ai fait des tas de petits boulots, j'ai vendu du champagne, du vin, des réfrigérateurs, des transistors, dans des foires, enfin j'ai fait pas mal de choses qui m'ont appris la vie, qui m'ont appris aussi à surpasser un petit peu cette timidité et cette difficulté de communication que j'avais avec les autres, qui venait de l'enfance, puisque j'étais sur mon monde intérieur. Et donc petit à petit, j'ai décidé de faire un métier artistique qui vienne soutenir le métier de peintre et plus tard, j'espérais, de sculpteur, mais avec une base. Donc après les études normales que j'avais faites, je suis partie en Italie, à Rome, entre deux foires. La foire de Montpellier et la foire de Marseille, je me souviens. J'avais 15 jours, j'ai été me présenter à l'Institut central de restauration de Rome. Ce que je n'avais pas prévu, c'était que les professeurs n'étaient pas là parce que c'était encore les vacances scolaires. Et donc c'est le directeur qui m'a reçu et je lui avais amené mon gros bouquin de toutes mes photos et de peinture et des expositions que j'avais faites parce qu'en fait j'en ai fait énormément entre l'âge de 17 ans et l'âge de 21 ans. Et j'avais pas mal d'articles de presse et je lui ai dit je veux faire de la restauration de tableaux anciens. Et il m'a dit d'accord, mais pour rentrer chez nous il faut passer un concours. Et il faut passer un concours en italien. Alors l'italien, je ne l'avais pas encore appris. J'ai vite acheté une méthode à 6000. Je me suis plongée pendant 2 jours de nuit, un énorme dictionnaire. Et lui a rappelé les professeurs pour que je passe le concours d'entrée, et qui étaient en vacances. Enfin, ça a été un moment absolument fabuleux, mais j'ai toute ma vie jalonné de moments de chance, de pierres qui s'accumulent, et de gens qui font des choses fantastiques pour moi. Et je les en remercie surtout de ma vie parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je rentre en France après donc, cette période italienne et je deviens restauratrice de tableaux anciens.
j'ouvre mon atelier, etc. Et j'ai décidé très rapidement, enfin pas tout à fait tout de suite, mais dans les 5-6 années qui ont suivi, j'ai eu une grande exposition rétrospective qui m'avait été faite par le centre culturel de Saint-Médard-en-Jalles. Et lorsque je me suis trouvée dans cette exposition, j'ai vu mes œuvres d'une façon beaucoup plus objective, moi. Et je me suis dit, j'ai fait tel et tel tableau sous l'influence des peintures que j'étais en train de restaurer. Donc je n'ai absolument plus de style, je ne me trouvais plus de style. Et j'ai décidé totalement d'arrêter la peinture ce jour-là, juste avant le vernissage en fait. J'ai failli, comme un de mes copains, j'ai failli supprimer et détruire toutes mes peintures à ce moment-là, en me disant c'est minable, je me suis laissé absorber totalement par les autres. Bon, mais c'est ce qu'il faut faire quand on est restaurateur, mais c'est pas ce qu'il faut faire quand on est peintre. Et donc j'ai supprimé totalement l'idée de peindre, et je me suis mise à la sculpture, qui était en fait ma passion et mon rêve, mais sans vouloir avoir réellement de maître. Assez étrangement, j'ai commencé par donc le bois, qui est un matériau extrêmement difficile à travailler, puisqu'il a des veines, un sens, etc. Et puis petit à petit, je suis venue à la pierre et à toutes les sortes de pierres. Pour arriver au marbre, en fait, il m'a fallu passer, mais je crois que c'est le passage normal et habituel, il m'a fallu passer par toutes les formes, tous les styles de pierre, tous les matériaux différents de pierre, pour arriver à la pierre la plus dure, qui est une espèce de gangue de silex que j'ai travaillé, jusqu'à arriver au matériau marbre. J'ai commencé par le marbre de Carrare, qui est le marbre statuaire par excellence, et mon premier monument, je l'ai fait en marbre de Pietrasanta, c'est Icare. Et là, je me suis offert un morceau de la carrière de Michel-Ange. Et le marbre m'a tué. C'est lui qui m'a eu. Maintenant, toutes mes articulations sont cassées à cause du marbre ou usées, et donc je ne peux plus travailler le marbre après en avoir parfaitement joui.
Muy guapo. Puesto eso? No, el remo, el deporte. Ah, el deporte. Sí. El deporte. ¿Puedes tomar eso? No, esto ya lo bajo. Cette fonderie espagnole, cette fonderie d'Eibar, du Pays Basque espagnol, je l'ai découverte en allant chercher du marbre noir dans la carrière de Marquina, qui est un marbre absolument fabuleux avec lequel j'ai fait Gaïa. Et à ce moment-là, je me cherchais une bonne fonderie et une fonderie qui puisse me permettre de faire du monumental. C'est à peu près à la même période que j'ai eu à faire ce monument allemand avec ses personnages en grande dimension, enfin dimension grandeur nature. C'est extrêmement rare d'avoir une fonderie qui puisse faire des grands personnages en un seul morceau, voire en 2 ou 3 morceaux, mais qui est un équipement suffisant et technique de très bonne qualité pour avoir une très belle qualité de fonte et en même temps une très belle qualité de patine. Alors au début, ça a été un petit peu difficile parce qu'il faut reconnaître que ce sont des Basques, qui dit Basque dit macho, Basque, et très difficile d'arriver à communiquer au départ parce que là, c'est vrai qu'il y avait une misogynie très forte. Une femme sculpteur et en plus française, ça les enquiquinait beaucoup. Et puis, petit à petit, on a réussi. J'ai réussi à me faire accepter. Il y a eu des problèmes qui sont arrivés sur les sculptures, que j'ai réparées sans exploser, en travaillant. Ils m'ont vu travailler une nuit, une journée, une autre nuit d'affilée, sans moufter, sans rien dire. Ils ont apprécié et à ce moment-là, ils sont venus vers moi. Et c'est vrai que maintenant nous sommes les meilleurs amis du monde, mais maintenant ça fait plus de 10 ans que nous travaillons ensemble pour des pièces extrêmement importantes. D'abord, ils aiment mon style, c'est important. Ils rentrent dans mes sculptures, ils ne me trahissent pas, au contraire, ils me servent avec les couleurs que je veux, avec la finition que je veux. Je peux intervenir dans cette fonderie et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, avec tout le monde. C'est important qu'ils sachent que je sais tout faire. J'ai commencé à voyager dès l'âge de 20 ans et en fait j'étais extrêmement fauchée, j'avais pas un sou. Donc c'est ce qui a déterminé ma façon de voyager, un sac à dos et des bonnes chaussures. Voilà. J'avais envie de découvrir mes premiers modèles qui étaient dans ma tête, que j'avais réalisés quand j'étais petite fille. J'ai toujours été fascinée par l'Afrique, dans mes rêves comme ça, l'Amérique du Sud, et donc j'ai décidé d'aller voir. Is er weinig kinder? Ja, die ga ik los, die bonbons.
Bella. Sta buscando la gana. Vamos sete. Alle sind begeistert. Alle sind begeistert von dem Bild. Il me faut à peu près 6 mois pour digérer un voyage. Il faut que dans ma tête, j'ai absorbé et le pays, et les odeurs, et les impressions, et les musiques, et tout ce que les gens m'ont transmis, puisque c'est eux qui me donnent quelque chose. Moi, je sers d'éponge. Je me remplis, et à un certain moment, ça y est, je sais que la synthèse est faite, et quelquefois, pas toujours, je fais, d'après ces croquis, une sculpture qui est la synthèse de ce que j'ai ressenti de la personnalité d'une ethnie. C'est vrai que je n'ai pas de vie de famille. Je ne peux pas dire que ce soit un regret. Finalement, je ne pense pas que... je crée des enfants en permanence, j'accouche en permanence. Donc je ne pense pas que j'aurais été plus maternelle avec des vrais enfants en chair et en os. Donc je considère que j'ai plein d'enfants. Je ne sais plus combien j'en ai, mais peut-être 250. Et puis il y en a qui naissent tout grands, tout faits, comme le pèlerin par exemple. Ils naissent, ils font 3 mètres. Ils sont déjà au moins 55 ans. Quand il naît, c'est extraordinaire. Non, je n'ai pas de regrets du tout. Je suis comblée. Je dois dire que j'ai une espèce d'envie de laisser des traces. C'est vrai. Un enfant maintenant va caresser le pied du pèlerin, il va arriver juste à la hauteur du pèlerin, et quand je pense que grand-père, il pourra amener ses petits-enfants voir la même sculpture, ça, je trouve ça extraordinaire. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir ce retour, d'avoir créé quelque chose qui me dépasse. Voilà. Et ça, c'est un aboutissement fantastique.